Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis David Braque, je suis professeur de culture générale au sein de la classe préparatoire ISP et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une courte vidéo de correction du sujet qui a été proposé au concours DSGJ, directeur des services de greffe judiciaire, 2020 pour le concours 2024, et le sujet en culture générale était du papier au numérique, deux points, enjeux, danger. Donc je vais vous proposer une courte correction, quelques éléments de réflexion qui pouvaient nourrir une introduction et un rapide plan détaillé pour vous montrer comment on pouvait réfléchir à ce sujet, étant précisé que je vais faire application de la méthode que nous enseignons au sein de la prépa ISP, d'une part, et d'autre part que ce n'est qu'une proposition de correction et que ce n'est pas parce que vous n'auriez pas dit exactement la même chose que moi ou que vous auriez emprunté d'autres voies que vous avez nécessairement raté votre épreuve. Évidemment, en culture G, plus encore que dans d'autres matières, un corrigé n'est qu'une proposition. Alors, on peut dire de ce sujet que c'est un sujet relativement classique, relativement dans l'air du temps, évidemment, puisque vous êtes interrogé sur la thématique du numérique, de la société numérique, et ça, c'est quelque chose de relativement classique en culture générale. Mais il y avait cette petite spécificité, comment dire, cette focale posée sur la question du papier, hein, et de l'abandon du papier au profit de formats numériques. Et là, sans doute, résidait la difficulté, hein, on ne pouvait pas évidemment comment dire, parler ou réciter un cours. De toute façon, il ne faut jamais adopter une stratégie de récitation dans une dissertation de culture générale, mais on ne pouvait pas se contenter de réciter des choses générales apprises sur la société numérique, le tournant numérique, la révolution numérique, mais il fallait évidemment les adapter à cette question du papier, à cette question des médias, et donc qu'est-ce que spécifiquement dans la transcription des informations, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, quels sont les enjeux, quelles sont les conséquences, les opportunités et les dangers, ça le sujet est invité explicitement, qui naissent de cette transition. Alors, bon, avant de rentrer un peu plus, de façon un peu plus scolaire dans le sujet, et en vous proposant, voilà, quelques éléments d'intro et un plan détaillé, je dois dire que, bon, sur la problématique ou sur la compréhension générale de ces sujets, la question du numérique s'inscrit dans une question plus large et très ancienne en philosophie, hein, elle était déjà présente dans la philosophie de Platon, d'Aristote, qui est celle de la technique, hein, et qui sont, voilà, pour le dire rapidement, les outils, les moyens par lesquels les hommes transforment le monde. Et c'est une vieille question en philosophie que la question de la technique, et en réalité la question numérique ne fait que renouveler, hein, cette question ancienne de la technique. Et on sait depuis le mythe de Prométhée que la question de la technique, c'est les dangers versus la liberté. Est-ce que la technique nous décuple notre pouvoir sur le monde et permet de nous libérer de la contrainte matérielle? Est-ce que, plus spécifiquement, s'agissant de notre sujet, est-ce qu'il va décupler notre rapport au savoir, à l'information, à la possibilité de traiter l'information, ou est-ce que finalement c'est une nouvelle aliénation? Et bon, comme toujours avec la technique, en réalité, c'est toujours un peu les deux, et on tombe sur la question des usages, qu'est-ce qu'on en fait, comment on s'en sert, comment on fait pour que la machine devienne pas un nouveau maître et l'homme un esclave de la machine. Et bon, alors s'agissant d'une dissertation de culture générale, il faut évidemment aborder la question de la régulation, la question du politique. Voilà pour ces quelques éléments de présentation. Maintenant, je vais me lancer plus directement dans le corrigé. Alors, l'introduction, de façon assez classique, on pouvait
On peut, comme toujours, prendre des accroches tirées de l'actualité. On peut, par exemple, parler de ChatGPT, parce que ChatGPT, effectivement, enfin, on numérise même plus seulement le support, mais on numérise aussi l'auteur, hein, ou derrière ce vocable, bon, un peu discutable par ailleurs, d'intelligence artificielle, il n'y a même plus d'humain qui écrit, c'est la machine qui écrit elle-même directement. Donc, une forme de numérisation de la numérisation. On peut penser à des références littéraires, et moi j'ai pensé à une nouvelle que j'aime beaucoup, qui est célèbre, enfin célèbre, une nouvelle, enfin célèbre dans l'œuvre de son auteur du moins, de Jorge Luis Borges, le grand auteur argentin, qui, dans ses fictions, c'est un recueil de nouvelles, il y en a une qui s'appelle La Bibliothèque de Babel, et dans la Bibliothèque de Babel, il y a tous les ouvrages contenant toutes les combinaisons possibles des lettres de l'alphabet sur 200 ou 300 pages, je sais pas. Donc c'est-à-dire que tout est écrit dans cette bibliothèque. La plupart des ouvrages, évidemment, comme il y a toutes les combinaisons possibles des lettres de l'alphabet sur 200 ou 300 pages dans chaque ouvrage, eh bien, il y a un savoir total absolu, mais cette bibliothèque est infinie ou quasi infinie. Alors aujourd'hui, avec le numérique, eh ben, évidemment, cette bibliothèque de Babel, elle tient en une tablette. Donc voilà, bon, c'est une petite. Il n'était pas absolument nécessaire d'aller chercher des références littéraires le jour du concours, surtout que c'est plus difficile dans les conditions du concours. Moi, évidemment, en préparant mon devoir, j'ai eu le temps de m'en corriger, j'ai eu le temps de me poser cette question, mais voilà, on pouvait tout à fait et très utilement avoir recours à l'actualité pour accrocher, hein, l'attention du correcteur utilement et efficacement. Donc les définitions, bon alors en jeu danger, vous n'allez pas vraiment définir ces termes-là, hein. Il faut évidemment bon, définir le papier. Donc bon, le papier c'est un support et c'est pas tellement la définition en elle-même du papier qui est intéressante que sa localisation historique, si je puis dire. Peut-être plus s'intéresser à la définition de numérique qui se rapporte au nombre, hein, et en informatique, l'adjectif désigne le codage, le stockage et la transmission de l'information sous forme de chiffres. C'est le fameux mode binaire qui se décompose les données en combinaison de 0 à 1 et il s'oppose au système analogique. Donc voilà, il y a une artificialisation du monde dans le numérique, puisque tout est codé sous une forme 0-1, c'est le langage binaire, et plus largement le numérique désigne par métonymie l'ensemble des outils de communication et de traitement de l'information au moyen du langage binaire, les ordinateurs, les internets, les tablettes, les smartphones. Donc c'est surtout ça, évidemment, qu'il fallait voir. Voilà. Et ce qui est intéressant, si on parle de papier et de numérique, c'est que cette bascule, en réalité, s'agissant de l'information, n'est pas la première bascule de l'histoire de l'humanité, puisqu'il y a eu déjà un passage d'une culture orale à une culture écrite. On estime que l'écriture a été inventée en 3400 avant notre ère en Mésopotamie. Donc il y a déjà une révolution médiatique absolument extraordinaire en 3400 avant Jésus-Christ. Et puis au XVe siècle, à Mayence, Gutenberg invente l'imprimerie. Et donc l'écrit devient potentiellement accessible à tous. Et puis à Genève en 1989 le World Wide Web, WWW. Donc l'information et le savoir vont basculer en totalité sur les écrans. Et donc le numérique, c'est en réalité la troisième révolution du signe. Et on ne compte plus ses applications, donc nouvelle communication, nouvelle économie, nouvelle politique. Mais au-delà de ces implications matérielles, c'est aussi une révolution intellectuelle, si vous voulez. Il faut bien comprendre que la révolution numérique, c'est pas seulement un média neutre, qui laisserait intact l'information et le savoir, et simplement en étendant les possibilités d'accès. Ça change profondément le rapport au savoir, sa nature, sa fonction, son mode de transmission qui sont métamorphosés. Et donc, c'est là qu'on arrive à la problématique, parce qu'il faut cerner ce changement, et voilà, la problématique du numérique, c'est opportunité ou danger, puisque vous savez bien, et pour prendre un premier exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui, on est bien informés là-dessus,
qui déplore l'usage des écrans chez les enfants, la science fait aujourd'hui état des conséquences, hein, que l'usage des écrans peut avoir sur le cerveau des enfants, et le fait aussi que le numérique, c'est une technologie où on swipe, on zappe, et s'instaure moins ce rapport long et patient de l'étude, comme avec le livre. Alors, là, je digresse, c'est évidemment pas des choses qu'il faut euh, comment dire, discuter, commenter longuement dans l'introduction pour ne pas l'alourdir. Mais voilà, vous pouvez évoquer un ou deux enjeux contemporains qui se rapportent à la question numérique pour justement travailler votre balancement, la contradiction que vous recherchez pour problématiser le sujet. Et donc, comme je vous le disais, c'était pour appuyer là-dessus. La problématique, c'est évidemment opportunité ou danger. Donc, je vais proposer un rapide plan corrigé. Donc, grand 1, le numérique remplace le papier et révolutionne notre rapport à l'information. Donc, grand A, de l'invention de l'écriture à l'invention du numérique. Donc, j'ai commencé par faire une rapide comment dire, une petite rapide, si ce n'est histoire, du moins généalogie du sujet, en rappelant que la révolution numérique, c'est pas la première en réalité, et que comme souvent dans la technique, les questions qui se sont posées, qui se posent aujourd'hui, elles se sont déjà posées auparavant. Et dans Michel Serres, il y a un ouvrage que je peux vous recommander qui s'appelle Petite Poussette, qui est un ouvrage où Michel Serres, qui est décédé aujourd'hui, éminent et vieux philosophe, s'adressait aux jeunes d'abord pour leur lancer, je dirais, une forme d'encouragement, et aussi pour décrire la façon dont les jeunes qui naissent aujourd'hui, enfin qui naissaient au moment où il écrit le livre, je sais pas si c'était il y a 5 ou 10 ans, peut-être une dizaine d'années, naissent dans un monde radicalement différent de celui que lui il a connu étant jeune, et que une des principales, si ce n'est la principale caractéristique de ce monde, c'est la révolution numérique, justement. Et donc, dans Petite Poussette, Michel Serres nous dit justement ce que je vous disais en introduction, nos sociétés ont déjà vécu 2 grandes révolutions, le passage de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé. Et donc, voilà, c'est sans doute au-dessus de la maison. Donc, dans ce droit, on peut évoquer que, évidemment, vous ne pouvez pas être aussi précis, enfin, difficilement aussi précis dans les conditions du concours, mais voilà, repérer qu'il y a déjà eu la question de l'invention de l'écriture, donc c'est en Mésopotamie, vers 3400 avant Jésus-Christ, l'Égypte ancienne, et on peut parler du rôle de l'écriture dans l'émergence de la philosophie, puis après, grande rupture, donc de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé. Donc ça, ça fait partie quand même de la culture générale. Et c'est la fameuse Bible de Gutenberg, imprimée à Mayence entre 1452 et 1456 à 180 exemplaires. C'est le premier exemplaire moderne réalisé de caractère métallique mobile. Et donc là, on peut penser au rôle de l'écrit dans la diffusion des lumières, parce qu'effectivement, la diffusion de l'écrit, c'est la potentialité de sa démocratisation, de l'accès de tous au savoir. La circulation de l'information, en plus d'accélérer la circulation de l'information, la diffusion de l'écrit invite l'imprimerie, et donc la diffusion de l'écrit invite le lecteur à réfléchir par lui-même au sens des œuvres. Il a un accès direct et non plus le lecteur peut avoir un accès direct au savoir et exercer son libre examen. Et donc le rôle de l'écrit dans la diffusion des lumières, on peut penser à l'encyclopédie par exemple de Diderot et d'Alembert. On peut aussi évoquer que c'est la possibilité de diffuser l'éducation. Voilà. Donc,
Après, l'imprimerie, il y a, la diffusion du papier et en fait, là, on peut effectivement, je disais, c'est la possibilité de l'éducation. On peut parler de l'école moderne, hein, qui a pour mission de faire du citoyen un élément utile de la société et évoquer la fonction pédagogique du manuel scolaire, hein, pilier de l'enseignement religieux et puis après, avec la généralisation de l'école gratuite, laïque et obligatoire, hein, avec les lois Ferry de 1880-82, il y aura aussi la diffusion des manuels scolaires. Mais c'est aussi la possibilité de la diffusion de la culture, y compris de la culture de masse, d'ailleurs. Et là, bon, je vous laisse vous libre de vos exemples, mais on peut penser par exemple à la diffusion du livre de poche à partir des années 50 ou 60. Puis le numérique, au tournant des années 80-90, et aujourd'hui 87% de la population en France déclare avoir possédé un smartphone en 2022. Et c'est 3% de plus qu'en 2020. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un accès potentiellement universel au savoir écrit. Hein. Alors évidemment, au savoir parler, à podcast, à radio, mais là, ce qui nous intéresse, c'est le passage du papier au numérique. Et faut quand même pas oublier que le numérique, il permet certes d'être sur Instagram, TikTok ou Snapchat, mais il permet aussi et surtout de lire. Hein. Et en admettant que le support papier ait cédé la place à l'écran, est-ce que cela signifie que la lecture en elle-même est en voie de disparition, hein? Et puis, on peut lire, aujourd'hui, on lit les journaux sur Internet. Donc, voilà, pour ce A qui replace quand même la révolution numérique dans une histoire, en B, on va parler justement de cette révolution numérique. Et si vous voulez, il y a beaucoup de philosophes et de penseurs qui se sont posés sur cette question. Et bon, il y a un grand penseur des médias qui s'appelait Marshall McLuhan, hein, pour comprendre les médias en 1964, a dit « The medium is the message ». Le média est le message. Et en fait, il a une vision déterministe du média. Et en fait, ce que voulait nous dire Marshall McLuhan, c'est que le support n'est pas neutre. Il détermine un certain rapport au savoir, à l'organisation culturelle, et qu'effectivement, c'est pas pareil une société où on lit des papyrus, où on lit du livre imprimé, ou une société où on sait la télé, les écrans. Donc cette révolution numérique, c'est une révolution de nos expressions, hein, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'a vu Marshall McLuhan qui parlait du village global, hein, et de la façon dont les masses médias ont unifié la planète dans un village global plus pacifique, plus sympathique, plus créatif. Hein, et donc lui, à l'époque, il parlait de la radio, il n'y avait même pas encore tout à fait la télévision de masse, hein, dans les années 60, mais voilà, le numérique, c'est une révolution de nos expressions, parce que c'est d'abord avant tout une révolution de nos sociabilités, de nos médiations. Hein, chacun d'entre nous est devenu un média, on a chacun et chacune les moyens de publication, d'expression totalement inédits dans l'histoire, qui jusqu'ici étaient détenus que par quelques professionnels. Hein. Il y avait un coût d'entrée sur le marché de l'information, il fallait pouvoir être sélectionné pour écrire dans les journaux, pour passer à la télé par un éditeur. Aujourd'hui, pas le moindre, mais aussi la moindre personne humaine peut avoir accès, peut être son propre média, peut diffuser l'information depuis chez lui. Donc par ailleurs, il y a une révolution des sociabilités, on peut discuter avec écrire, hein, puisque du papier au numérique, il n'y a pas que le savoir, hein, c'est aussi les communications, hein, les lettres sont devenues numériques, les messages, la façon de communiquer, et c'est une mutation immense de nos sociabilités. Bon, alors, deuxième idée, c'est une révolution de la data aussi. Alors, on peut penser à ChatGPT, on peut penser à l'intelligence artificielle, on peut penser à ce que permet le big data. Et puis, c'est une révolution, troisième idée, de l'éducation. Hein, et c'est ce que nous dit Michel Serres dans Petite Poussette. Hein, et ce qu'il nous dit, c'est que voilà, la naissance et l'expansion du numérique est à l'origine d'une mutation anthropologique majeure. C'est
au niveau de l'organisation des savoirs et d'utilisation des facultés cognitives de l'homme, comme la mémoire. Hein, effectivement, parce qu'on a potentiellement accès, grâce à un téléphone, à l'intégralité du savoir humain. Est-il encore besoin d'apprendre alors que on peut vérifier sur Wikipédia, hein, faire des wiki-checks, comme on dit, à tout moment. Donc ça change le rapport au savoir. Et il s'interroge dans son livre, Michel Serres, sur le devenir de l'éducation et de la pédagogie dans une société de l'information. Mais il est plutôt optimiste, Michel Serres, quant aux avancées permises, et il soutient que les enfants du numérique ont davantage accès aux personnes et au savoir. Et bon, évidemment, c'est vrai qu'il y a par exemple cette grande utopie qui est Wikipédia, qui est un exemple notable, hein, de cette utopie du numérique. Et donc voilà, on a abordé les aspects positifs de cette révolution, mais on va maintenant s'interroger, et c'est la transition vers le grand 2, sur les dangers. Et face aux dangers du tout numérique, et vu l'importance de la régulation, grand A, les dangers du numérique. Donc on peut penser à la fracture numérique, hein, qui est une source d'inégalité, parce qu'effectivement, dans une société où tout est numérisé, il faut rappeler que l'électronisme, hein, c'est-à-dire l'illettrisme numérique, touche 17% de la population en 2019, touchait de 17% de la population en 2019 selon l'INSEE. Il s'agissait avant tout des personnes les plus fragiles. Et dans un rapport 2019, le défenseur des droits fait savoir qu'il considère que la dématérialisation peut certes constituer un avantage pour certaines personnes, en termes d'accès aux droits, hein, par exemple au RSA, à la prime d'activité, mais il alerte sur une transformation numérique à marche forcée. Et donc il y a la dématérialisation, notamment des services publics, présente plusieurs risques, hein, donner le sentiment que l'administration se déshumanise, s'éloigne des citoyens, complexifie les démarches quand les parcours sur Internet sont mal conçus. Ça arrive, on en a sans doute déjà tous fait l'expérience, mais pas nécessairement sur l'administration publique, mais aussi sur un site d'une quasi-administration privée, que les grands distributeurs de services, ça peut être infernal si le site est mal fait. Ou éloigner encore davantage du service public les usagers ayant des difficultés avec l'utilisation des outils numériques. Ça renvoie à la question de l'électronisme que j'envoyais. Deuxième idée, l'éducation et les savoirs seraient menacés. Il y a un journaliste, hein, qui a jeté un pavé dans la mare en 2010. C'est un des premiers, disons, livres en France. Pas un des premiers, mais il avait vraiment provoqué le débat sur cette question, hein, puisqu'il soutenait, donc c'est son ouvrage Nicolas Carr, CA2R, l'ouvrage Internet rend-il bête? Réapprendre à lire et à penser dans un monde fragmenté, en 2010, et il soutenait que la consultation frénétique de données alliée à une forme de dispersion de la pensée pouvait conduire au fameux trouble du déficit de l'attention, si répandu aujourd'hui. Et c'est vrai que, avec un livre, vous avez une forme de concentration, et tandis que sur votre téléphone, vous voyez bien, vous swipez, vous passez d'un truc à l'autre, vous ne faites pas du tout la même concentration, et en fait ça c'est des effets sur la cognition. Plus récemment, il y a Michel Desmurget qui a écrit Le crétin, la fabrique du crétin digital, ou Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital, en disant que le livre avait perdu la bataille des loisirs. Et c'est vrai que les jeunes lisent de moins en moins, écrasés par la toute-puissance des écrans. Et en fait, il attire notre attention sur les effets, sur le développement cognitif, sur la capacité à rester concentré sur une seule et même chose. Et il nous dit que le cerveau lecteur, qui est quand même une des grandes acquisitions culturelles d'Homo sapiens, est menacé. Puis enfin, du papier au numérique, il y a des menaces aussi pour l'espace public, hein. Donc, si le numérique étend effectivement notre relation au monde, il modifie notre manière de percevoir le vrai, le faux, et le principe actif des réseaux sociaux et de Twitter en particulier, la réactivité, le buzz, le clash. Et si bien que certains ont diagnostiqué une ère de la post-truth, la post-vérité, vocable popularisé à partir du mandat de Donald Trump, qui n'hésitait pas à brandir ses alternative facts. Or, évidemment il pouvait y avoir des torchons et des énormes bêtises et des choses complotistes écrites dans les livres, mais il y avait une forme de marché régulé qui en compliquait sans doute l'accès, tandis qu'aujourd'hui, les alternative facts
sont dispersés et dispensés dans un espace public peu ou pas régulé, désintermédié, c'est-à-dire que il n'y a pas des prescripteurs d'opinion qui contrôlent les bonnes et les mauvaises informations. Et quand je dis ça, attention, c'est bien aussi parce que ça permet aux informations de circuler. Et ce que je vous disais, ça fait de chacun de nous il n'y a plus de contrôle des prescripteurs d'opinion, mais en même temps, le fait que le marché de l'information soit plus contrôlé par des rédactions de quotidiens, notamment, ou des réactions de chaînes de télé, ou des réactions de chaînes de radio, et ça permet aussi à des bêtises complotistes fausses de se diffuser. Donc voilà, on voit donc le numérique, c'est à la fois des espoirs, c'est aussi des dangers, et ce qui nous amène au B de seconde 2, ce qui est, il y a un enjeu de régulation raisonnée, et il faut avoir évidemment, première idée, une vision raisonnée, hein, et en fait, si vous voulez, au moment de la diffusion de l'écrit avait aussi posé des questions par les tenants de la tradition orale, et ils se demandaient si en fait ça allait pas perturber le rapport à la mémoire et au savoir, parce que l'oralité oblige à se souvenir, oblige à apprendre, oblige à transmettre, tandis que le livre, on peut se décharger de son savoir et le laisser dans les livres. Donc il y avait des questions un peu similaires qui se posaient. Et voilà, et donc voilà, et puis si vous voulez, la télévision et la radio devaient elles aussi supprimer la lecture, le cinéma et la presse devaient supprimer la culture savante, et semer la violence, annoncer le règne de la médiocrité. Et si vous voulez, ça s'est pas passé comme ça. Et donc en fait, il faut avoir une vision un peu raisonnée, hein, et puis il faut aussi penser à la diversité des usages, parce que qui dit livre dit pas nécessairement grand et beau savoir, grande et belle culture. Enfin, on peut tout écrire après tout. Et donc le livre a été vecteur de l'esprit des Lumières, des religions, et un instrument de divertissement, hein. Et le papier permet d'écrire des tabloïds idiots comme de grands journaux. Donc voilà, ce qui compte quand même avant tout, c'est l'usage. Il y a néanmoins un enjeu de régulation, et là on peut penser aux grands règlements européens, le RGPD, le Digital Services Act, et enfin, on peut penser aux questions de l'e-administration et quelle politique pour les exclus du numérique, hein, parce que, comme je vous le disais, la dématérialisation des services publics simplifie les démarches, pour beaucoup d'usagers, mais elle en exclut également beaucoup d'autres de l'accès à l'information et aux services publics. Donc il y a une stratégie nationale pour un numérique inclusif qui a été présentée en septembre 2018, avec des idées comme un pass numérique ou un chèque numérique, des formations, voilà, enfin bon, on peut penser à beaucoup de choses. Voilà, donc en conclusion, l'idée que le numérique c'est toujours ambivalent, que cette question s'est déjà posée, et que le numérique est toujours ambivalent entre opportunité et danger, et que c'est ni l'un ni l'autre, c'est en ton de gris si vous voulez, et il y a un enjeu de régulation pour maîtriser les usages et prévenir les dangers qui pourraient se manifester. En guise d'ouverture, moi je pensais à l'enjeu écologique, que j'ai pas tellement abordé dans le corps du sujet, qu'on pouvait réserver pour ce moment-là, parce que effectivement il y a un enjeu écologique du numérique avec les data centers, hein. Alors quand on passe du papier au numérique, sans doute qu'on arrête de déforester, mais les data centers c'est des matériaux, hein. Le numérique n'est pas virtuel, il est très matériel, puisqu'il faut des câbles, des serveurs, enfin des métaux rares pour faire fonctionner les ordinateurs, et ces data centers qui dégagent beaucoup de chaleur. Enfin, il y a un enjeu écologique du numérique. Voilà, chères étudiantes et chers étudiants, j'espère que cette vidéo vous a été, vous sera utile. Et pour celles et ceux qui préparent des concours, je vous souhaite bon courage dans vos préparations. Au revoir.